Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je suis Claude-Jacques Augustin, rédacteur en chef de la chaîne YouTube Haïti Now. C'est toujours un plaisir de pouvoir m'adresser à vous. Merci à toutes celles et ceux qui nous suivent, où que vous soyez. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres. Après que l'ancien président américain a annoncé l'imposition de tarifs douaniers à l'échelle mondiale, il a successivement déclaré que 200 pays avaient déjà entamé des négociations, puis 100, puis 25. Et finalement, selon les propos du secrétaire au commerce, seuls 17 pays étaient réellement concernés. Et cette semaine, un événement attire particulièrement l'attention. Une première annonce d'accord commercial a été faite entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Un premier accord, a-t-on dit. Pourtant, selon plusieurs observateurs, cette annonce semble davantage relever de la communication politique que d'un engagement substantiel. Une partie de la presse qualifie même cette déclaration de mensonge. Pourquoi cet accord a-t-il été signé avec le Royaume-Uni? Est-ce un avantage pour les États-Unis ou pour le Royaume-Uni? La question reste posée. Ce qui est certain, c'est que cet accord représente une opportunité politique pour les deux dirigeants de montrer à leurs électorats respectifs qu'ils avancent. Peu importe le contenu ou les bénéfices réels, ce qui compte avant tout ici, c'est l'image, celle de leaders capables de conclure des accords. L'accord a été présenté comme un symbole de victoire économique, particulièrement pour les échanges bilatéraux. L'ancien président américain a profité de cette annonce pour proclamer un succès éclatant dans ses efforts commerciaux. Le contexte international et les tensions commerciales, notamment avec la Chine, donnent à cet accord une portée stratégique et symbolique dans les relations transatlantiques. Ce discours visait à rassurer certains, mais il met en lumière le fait que l'administration précédente a laissé les marchés s'effondrer dans une panique généralisée, principalement à cause des tarifs douaniers imposés dans le monde entier. L'objectif de cette déclaration était de vendre une image forte, marquante, presque comme une percée majeure. C'est ce que certains ont qualifié de découverte extraordinaire. Il ne s'agissait pas simplement d'un accord économique, mais plutôt d'un geste politique. L'ancien président voulait présenter quelque chose d'exceptionnel à son peuple. Pour lui, ce soi-disant premier accord devait marquer l'histoire. Il fallait donc une annonce forte, symbolique, même si en réalité, il n'y avait rien de concret derrière. L'orateur a néanmoins reconnu qu'il restait encore beaucoup de travail à accomplir. Il a dit clairement que malgré l'annonce, ce n'était pas un accord finalisé. Ce n'était qu'une base de discussion, un concept de deal, mais en aucun cas un engagement complet et abouti. Cela signifiait que, malgré l'euphorie médiatique, il fallait rester prudent. En analysant plus en profondeur, on comprend que l'objectif politique principal n'était pas de conclure un accord avec des bénéfices réels, mais d'annoncer un accord, peu importe son contenu. Face à la panique des marchés et à la pression publique croissante, il fallait absolument montrer qu'une solution avait été trouvée. Dans ce contexte, accepter un compromis devenait une option facile et presque nécessaire. C'est pourquoi les négociations étaient plus simples qu'on pourrait le croire. Dès lors qu'on présentait un texte avec une certaine symbolique, il pouvait être accepté. Contrairement à d'autres dirigeants qui refusaient de se plier aux demandes américaines, ici l'ancien président voulait un accord, même s'il ne représentait pas un véritable avantage pour son propre pays. Mais attention, bien que ce discours ait été présenté comme un événement extraordinaire, les réactions à l'intérieur du pays ont été très critiques. Plusieurs entreprises se sont dites lésées, notamment celles qui importaient des machines depuis le Royaume-Uni. Cela signifiait que malgré les déclarations triomphantes, les industries nationales ne bénéficiaient pas vraiment de ces accords. Enfin, pour comprendre la profondeur de ce déséquilibre, il faut se rappeler que les relations commerciales entre ces deux pays datent de 1949. Depuis lors, plusieurs discussions ont eu lieu, mais rarement un accord a été aussi vite annoncé et aussi peu structuré. L'effet d'annonce a donc pris le dessus sur la réalité économique. Le gouvernement a décidé d'interdire l'importation de bœuf contenant des hormones. Cette décision est motivée par la volonté de protéger la santé publique,
notamment dans un contexte où de nombreux pays pauvres, comme Haïti, consomment de la viande parfois avariée en provenance de Saint-Domingue ou des États-Unis. Il s'agit d'une mesure importante, surtout pour un pays qui ne produit pas suffisamment localement et qui doit donc faire des choix pour protéger sa population. L'interdiction vise spécifiquement la viande de bœuf issue de bétail traitée avec des hormones de croissance jugées nocives pour la santé humaine. Cette décision n'est pas nouvelle. Dès 1989, certains pays européens avaient déjà interdit l'importation de ce type de viande. En plus de l'interdiction, des tarifs douaniers ont été imposés pour décourager les importateurs de faire entrer ces produits sur le marché local. L'objectif est clair, protéger le marché national contre une concurrence déloyale. En effet, si un produit étranger entre sur le marché à un prix inférieur à celui du produit local, le consommateur, souvent très sensible au prix, optera pour le moins cher. Cela risque alors de détruire la production locale. Il est donc du devoir de l'État, dans une logique de souveraineté économique, d'augmenter les taxes sur certains produits importés afin de rendre les produits locaux plus compétitifs. C'est exactement ce que certains pays ont fait. Ils ont non seulement interdit les importations indésirables, mais ils ont aussi fixé des tarifs dissuasifs. Ce débat s'inscrit également dans une dynamique plus large de tensions commerciales entre grandes puissances. Des mesures protectionnistes comme l'imposition de droits de douane ou l'interdiction de certains produits sont souvent interprétées comme des actes de souveraineté face à des marchés internationaux agressifs. Pour un pays comme Haïti, déjà en proie à de graves difficultés politiques et économiques, comme le montrent les récentes opérations militaires, les pénuries et l'absence d'un système judiciaire fonctionnel, de telles décisions peuvent aussi refléter un effort de redressement national. Cela s'inscrit dans une volonté de ne plus subir, mais d'exercer un certain contrôle sur ce qui entre dans le pays, surtout en matière alimentaire. Déclarer des tarifs et en même temps augmenter les quotas, cela signifie qu'un plus grand nombre de bœufs pourra entrer au Royaume-Uni. Mais, mesdames et messieurs, ce n'est pas si simple. Malgré les déclarations de Trump concernant un accord avec le Royaume-Uni pour permettre l'entrée du bœuf américain sur leur marché, le Royaume-Uni a clairement affirmé qu'il ne ferait aucun compromis sur ses normes alimentaires. Cela signifie qu'en dépit d'un accord commercial, les produits traités aux hormones, comme certaines viandes bovines, ne seront pas autorisés sur le marché britannique. Le Royaume-Uni insiste, il ne fera aucune concession en matière de qualité ou de sécurité alimentaire. Autrement dit, les normes resteront strictes, comme celles qui sont déjà en place pour les produits nationaux. Cette déclaration met en lumière une réalité. Même si les États-Unis annoncent un accord, celui-ci reste limité. Il ne s'agit pas d'un changement substantiel, il s'agit davantage de propagande que de progrès concrets. En réalité, l'accord concerne uniquement quelques produits agricoles, principalement la viande et les produits à base d'aluminium. Du côté de l'aluminium, les États-Unis avaient imposé des tarifs, rendant ces produits plus chers. Toutefois, Trump a annoncé la suppression de ces tarifs, réduisant le droit de douane à 0 pour les produits en aluminium destinés au Royaume-Uni. Cela représente une concession américaine, mais uniquement sur l'aluminium. Pendant ce temps, le Royaume-Uni reste ferme. Aucun changement sur les standards alimentaires. Si les États-Unis veulent vendre leur viande, ils devront s'adapter aux normes britanniques. Ainsi, malgré ce qui a été présenté comme un grand accord, il s'agit en réalité d'un compromis très limité. Même sur le plan tarifaire, seuls 10% des droits de douane ont été réellement affectés. La vraie concession américaine concerne l'aluminium, mais du côté britannique, il n'y a pas eu d'ouverture sur la viande traitée aux hormones. Le Royaume-Uni a déclaré être prêt à acheter de la viande, mais uniquement si les standards changent, ce qui n'est pas le cas actuellement. Le secrétaire au commerce, sans mentionner son nom, a précisé que l'accord portait potentiellement sur le porc, bien que certains produits comme le poisson, les fruits de mer, les fruits et légumes étaient encore exclus du marché britannique. Ces produits étaient auparavant bloqués et cet accord vise à en faciliter l'entrée.
En résumé, même si un accord commercial a été signé, les standards restent intacts au Royaume-Uni. Les concessions américaines sont ciblées, notamment sur l'aluminium. Quant aux produits agricoles américains, ils ne pourront entrer qu'à condition de respecter les normes strictes imposées par le Royaume-Uni. Aucun relâchement n'est prévu malgré la pression commerciale. Le Royaume-Uni, bien qu'appartenant au marché européen, interdit l'entrée de certains produits sur son territoire. L'argument avancé, les États-Unis utilisent des hormones dans une série de produits alimentaires. Le Royaume-Uni juge donc qu'il n'a pas besoin de ces produits sur son marché, dit ça, en raison de leurs standards élevés. Et bien que les accords mentionnent une ouverture du marché, cela s'accompagne de conditions strictes. Il a été clairement indiqué que les standards ne seront pas abaissés et que l'entrée des produits américains n'est pas automatique. Il ne s'agit donc pas d'un compromis sur les normes alimentaires. Le gouvernement britannique a réaffirmé que la viande traitée aux hormones ne sera pas autorisée sur son marché, même avec les nouveaux accords commerciaux. Cela signifie que les États-Unis devront adapter leur méthode de production s'ils veulent commercer avec le Royaume-Uni. En résumé, contrairement à ce que certains pourraient penser, ce n'est pas un avantage pour les États-Unis. Au contraire, c'est à eux de s'adapter, de changer leur façon de produire, notamment en réduisant l'utilisation de produits chimiques dans la viande. Cela pourrait même bénéficier à la santé des consommateurs dans les deux pays. Lors d'une conférence de presse, lorsqu'un journaliste a demandé au président si les États-Unis insistaient pour que le Royaume-Uni accepte toutes les viandes américaines, la réponse a été évasive. Je pense qu'ils prendront ce qu'ils veulent. Nous avons de tout, toutes les classifications possibles. Cette déclaration montre bien qu'il n'y a pas d'obligation, mais plutôt une proposition ouverte à laquelle les Britanniques sont libres de répondre. Plus loin, le président a reconnu que les États-Unis devaient faire des efforts pour se rapprocher des standards britanniques. Il a même mentionné que le chef de leur administration alimentaire faisait du bon travail en ce sens. Cela laisse entendre que les États-Unis, bien qu'ils restent fermes dans leur discours, envisagent des ajustements. Au final, s'il y a un changement de posture, il vient des États-Unis, qui semblent plus ouverts à revoir leur approche de la production alimentaire. Loin d'être une victoire pour Washington, cela pourrait au contraire être perçu comme un recul, une concession dans les négociations commerciales. Car si au départ, les tarifs douaniers avaient été imposés pour protéger leurs intérêts, ce sont désormais les Américains qui doivent s'aligner sur les exigences européenne. Même le secrétaire à l'agriculture a dû s'exprimer, bien que la réponse ait été diluée dans les déclarations politiques habituelles, vantant les atouts du pays, au lieu de répondre directement sur l'importation de viande. Tout cela montre qu'il ne s'agit pas d'un partenariat d'égal à égal, mais bien d'un ajustement exigé par le Royaume-Uni, qui reste ferme sur la qualité et la sécurité alimentaire des deux côtés. Un très grand pays. Nous avons beaucoup de bœuf pour un très grand pays, donc ce sera formidable. Oui, parlons rapidement du bœuf américain, et on ne peut pas sous-estimer cela. Je suis porte-parole du secteur agricole, et je peux dire à quel point cet accord est important et ce qu'il signifie pour les agriculteurs et éleveurs américains. En ce qui concerne spécifiquement le bœuf, cet accord va augmenter de façon exponentielle nos exportations de viande, soyons très clairs. Le bœuf américain est le plus sûr, de la meilleure qualité et représente le joyau de l'agriculture américaine pour le monde entier. Donc une partie vraiment importante de cet accord, ce n'est pas seulement la réduction des droits de douane sur l'éthanol de 19% à 0%, ce qui est déjà énorme pour nos producteurs de céréales, mais aussi ce qu'il signifie pour la viande. À mesure que nous avançons, notre équipe commerciale examine toutes les catégories de viande, de produits frais, en fait l'ensemble de nos exportations
exportations agricoles. Il est difficile de trouver un secteur qui a été plus injustement traité que celui-ci. Nous attendons donc avec intérêt de discuter avec nos homologues du Royaume-Uni. Mesdames et messieurs, écoutez bien, le secrétaire à l'agriculture a déclaré qu'aucune industrie n'a été plus maltraitée que l'agriculture. Pourquoi cela ? Parce que certains pays, dont le Royaume-Uni, refusaient de recevoir des produits alimentaires fabriqués aux États-Unis sous prétexte qu'ils ne respectaient pas leurs normes. Par exemple, les tarifs étaient utilisés pour empêcher l'entrée de bœuf américain contenant des hormones. Pour comprendre ce que cet accord change, il faut savoir que le Royaume-Uni a accepté de réduire les tarifs douaniers sur le bœuf à 0%. Cela signifie qu'il n'y aura plus de taxes à l'importation sur le bœuf, mais, et c'est important, ils ont aussi maintenu leurs normes sanitaires. Le bœuf doit toujours respecter des critères stricts. Si la viande contient des hormones, elle ne sera pas acceptée. Le Royaume-Uni a mis en place des équipes d'experts pour tester tous les produits importés. Si des hormones sont détectées, la viande sera refusée. Les États-Unis ont déclaré qu'ils n'avaient aucun problème avec cela et qu'ils n'essaieraient pas de faire changer les normes britanniques. Ils souhaitent plutôt travailler pour se rapprocher de ces standards. En ce sens, je ne peux pas dire que les États-Unis ont remporté une victoire dans cet accord, car cela oblige les producteurs américains à s'adapter. Mais c'est aussi positif, car cela ouvre une voie vers un commerce plus équitable basé sur la qualité. En réalité, le Royaume-Uni n'a pas changé ses normes pour s'adapter aux États-Unis. Il reste strict sur ce qu'il accepte. Les produits agricoles américains, qu'il s'agisse de viande, de poisson ou de légumes, doivent tous répondre à ces standards. En résumé, bien que les droits de douane soient réduits à 0, la véritable difficulté reste l'acceptation du produit sur la base de ses caractéristiques. Le Royaume-Uni n'a pas cédé sur ses exigences sanitaires. Les États-Unis restent donc dans la même situation. Ils doivent produire selon les normes s'ils veulent vendre. Cet accord n'est peut-être pas un triomphe symbolique pour les États-Unis, mais il peut être une opportunité d'évolution vers des pratiques plus durables et acceptées à l'échelle mondiale. L'attitude adoptée a surpris beaucoup de monde, notamment dans le cadre de l'accord commercial en question. L'ancien président des États-Unis avait annoncé qu'il ne réduirait pas les droits de douane sur des machines extrêmement coûteuses, mais menaçait au contraire d'augmenter les taxes sur des entreprises comme celles fabriquant des jouets, rendant ainsi les produits du quotidien plus chers pour les familles modestes. Ces machines coûteuses, souvent importées, peuvent atteindre un prix de base de 350 000 $. Très peu d'Américains peuvent se les offrir. En revanche, les hausses tarifaires touchent des produits accessibles aux classes populaires, ce qui indique clairement une politique qui semble favoriser les plus riches au détriment des plus démunis. Mesdames et messieurs, cela montre bien que ces choix politiques ont un impact direct sur les citoyens ordinaires. Les parents, les familles, ceux qui offrent un jouet à leur enfant, voient leurs dépenses alourdies, tandis que les importations de biens de luxe bénéficient de mesures plus clémentes. La situation entre les États-Unis et la Chine reste tendue. Bien qu'une rencontre ait été organisée, aucun des deux pays ne voulait apparaître comme l'instigateur de cette initiative. Cela reflète une forme d'orgueil diplomatique entre deux superpuissances qui peinent à trouver un terrain d'entente sérieux. En parallèle, des rapports ont révélé que la Chine commence à s'inquiéter sérieusement des effets économiques des droits de douane. Derrière des portes closes, des responsables chinois admettent craindre que ces taxes ne nuisent à leur économie et n'isolent le pays sur la scène internationale. Beaucoup de pays commerçants avec la Chine ressentent déjà les conséquences. La production diminue, les importations chutent et les prix montent ailleurs. L'économie mondiale fonctionne en réseau. Si un grand acteur est touché, c'est l'ensemble du système qui en pâtit. C'est pourquoi plusieurs États cherchent à engager des négociations avec les États-Unis, conscients que les mesures tarifaires ne pénalisent pas seulement la Chine ou les États-Unis,
mais toute une chaîne économique globale. Dans ce contexte de tension, des inquiétudes similaires se manifestent en Haïti, comme mentionné dans les informations issues de votre document. Le pays traverse une crise sécuritaire et politique intense, avec des zones franches militarisées, des commandos étrangers non identifiés et un système judiciaire qui peine à fonctionner, la pénurie de porte-parole officiels, le silence de la présidence et le manque de coordination entre les institutions mettent en lumière une situation de vide institutionnel critique. Les citoyens, eux, paient le prix fort, que ce soit par l'augmentation des coûts importés en raison des politiques internationales ou par l'insécurité dans leur propre pays, ce sont toujours les plus vulnérables qui souffrent en premier.